J'ai senti son regard sur moi comme un couteau froid. Pas juste un regard, non. Une torsion du destin. Le moment où l'invisible est devenu le centre de toutes les attentions. Julien Delacroix, le nouveau roi de Paris, venait de poser sa main sur mon poignet. Et le silence dans la salle d'obsidienne était si lourd qu'il me semblait pouvoir le toucher. Je sentais la pression de ses doigts sur mes os, une douleur sourde qui montait, mais je n'ai pas bronché. Pas devant lui. C'était la règle non écrite ici. La serveuse est un fantôme, un meuble. Et je l'avais toujours été, mais plus maintenant, pas depuis que j'avais prononcé cette phrase. Faites attention à vos mots, Monsieur Delacroix. L'écho de mes propres paroles résonnait encore dans l'air glacé. C'était étrange, ma voix était sortie plus basse, plus tranchante que d'habitude. Plus moins peut-être. Il m'avait relâché, le choc évident dans ses yeux, ses pupilles sombres comme un expresso gelé, se dilatant. Le murmure, la mélodie, les mots secrets de son père, Don Charles, avaient fait leur effet. Le hibou grise vole à minuit par-dessus le mur de Jéricho. C'était une clé, oui, mais c'était aussi une porte. Une porte que je venais d'ouvrir en grand, non seulement sur son empire, mais sur ma propre vie. Comment était-ce que j'en étais arrivé là, moi, Marie Leclerc, une simple serveuse d'un restaurant secret au cœur de Paris, à tenir entre mes mains la vie et la mort du plus grand chef de la pègre parisienne? Ça me semblait irréel, comme un film dont j'étais la figurante involontaire. Pour être honnête, la plupart des choses me semblaient irréelles. C'est le problème avec une mémoire parfaite, je crois. Chaque détail est gravé, chaque son, chaque odeur, chaque sensation. Le monde entier est un tableau hyper réaliste qui ne cesse de s'accumuler dans ma tête. Il y a eu un temps où le silence était ma survie, dans cet endroit enfoui sous une vieille usine textile désaffectée du Sadier. La salle d'obsidienne, pas de fenêtre, pas d'enseigne, pas de menu. Un lieu où l'on ne venait pas pour manger, mais pour régner. Lumière ambrée, tamisée, révélant le scintillement des montres de luxe, des boutons de manchette en diamant, et parfois un étui discret sous une veste coûteuse. J'y avais travaillé pendant 3 ans, absorbant tout comme une éponge. C'est ma particularité ou ma malédiction, diraient certains. L'hyperthymésie. Je n'oublie jamais rien. Aucune conversation, aucun visage, aucune date, aucune tâche. Pour moi, le passé est un livre ouvert, toujours présent. Je me souviens de la première fois que je suis entré dans la salle. Il faisait une chaleur étouffante dehors, un de ces étés parisiens lourds. J'avais 23 ans. Le stress de l'entretien, l'odeur persistante du chlore qui masquait à peine celle des vieilles canalisations. On m'avait dit de ne pas me faire remarquer, d'être efficace, d'être un fantôme. J'avais pris ce rôle à cœur. Ma tenue noire, toujours impeccable, mes cheveux tirés en un chignon strict, le minimum de maquillage. Je n'étais pas là pour être vu, ni même vraiment là pour servir. J'étais là pour être une partie du décor fonctionnelle et silencieuse, comme les tables en un acajou. C'est peut-être la seule fois où je me suis senti vraiment bien dans ma peau, ou plutôt hors de ma peau, disparaître. C'était une forme de liberté, vous savez, un soulagement. Mais ce soir-là, avec Julien Delacroix, cette liberté s'était envolée. Il était arrivé comme une tempête. 32 ans, le regard froid et tranchant. Et on disait qu'il avait hérité de l'Empire après la mort de son père, Don Charles. Tout le monde savait que ce n'était pas une crise cardiaque, mais plutôt une tasse de thé un peu trop enrichie. Julien, lui, était un lion. Impulsif, violent, désireux de prouver sa valeur. Et ce soir, il était venu pour la guerre. J'avais tout entendu. Les chuchotements dans la cuisine, les bribes de conversation téléphonique. Il voulait siphonner le fonds de pension, l'argent commun des 5 familles. Pour ça, il avait besoin d'une clé biométrique. Il harcelait Pierre Martin, son conciliaire, un homme plus âgé, qui semblait porter le poids de toutes les mauvaises décisions du monde sur ses épaules.
Pierre transpirait, bredouillant des histoires de code cachées par Don Charles. C'était le moment où Julien avait attrapé mon poignet, furieux, désemparé. Et c'est là que j'ai pris ma décision. Mon choix, je ne sais pas si c'était le bon. On ne sait jamais, hein? Je me suis penché. Le hibou grise vole à minuit par-dessus le mur de Jéricho. Ces mots avaient brisé le silence de la salle. Je n'oublierai jamais son visage. Le sang s'est retiré de sa peau, le laissant d'une pâleur cadavérique. Sa prise sur mon poignet s'est relâchée comme s'il avait touché du fer rouge. La terreur à l'état pur. Une bête acculée, oui, mais aussi un homme qui venait d'entendre le fantôme de son père lui parler à travers mes lèvres. Il avait renvoyé tout le monde. D'abord les clients, puis le personnel, avec un tas de billets qui valaient une fortune, jetés sur la table comme une vulgaire monnaie d'échange. Les autres, Antoine Dubois, Monsieur Pignon, tous ont fui comme des rats. Seul Julien, Ségoré, Pierre et moi étions restés. Le silence cette fois était empli d'une tension palpable, le genre qui précède un orage. Il s'était approché de moi comme on approche une bombe à retardement. « Qui êtes-vous » Sa voix était un chuchotement à peine audible. Je me souviens parfaitement de l'odeur de son parfum mélangée à celle de la poudre à canon et de sa propre sueur. C'était une symphonie du chaos. Je me souviens aussi de ce que Don Charles m'avait dit. C'était il y a 2 ans, une journée d'automne pluvieuse à Paris. Il était devenu seul dans la salle d'obsidienne. Je me souviens du froid glacial que j'avais ressenti en sentant la maladie sur lui, l'odeur particulière d'une faim imminente. Il m'avait parlé pendant des heures, ne me traitant pas comme une serveuse, mais comme une confidente, presque une prêtresse. Il avait déversé les détails les plus complexes de son empire dans mon esprit, transformant mon cerveau en un disque dur humain. « Julien est une épée, Marie », m'avait-il dit, en faisant tournoyer son vin dans son verre. Ses yeux étaient brillants, vifs malgré la fatigue, tranchantes mais fragiles. S'il met la main sur l'argent avant d'avoir acquis la sagesse, il se perdra. Toi, Marie, tu es le fourreau, tu l'empêcheras de se détruire. J'étais le fourreau, une protection, un gardien. Et en cet instant, face à son fils furieux, je savais ce que je devais faire. J'ai menacé de tout liquider au profit d'une association caritative du FBI, juste pour le voir pâlir encore plus. J'ai vu la peur dans ses yeux. Il m'a emmené. Dans son SUV blindé, flanqué de 2 montagnes de muscles, je n'ai pas paniqué. La panique est un gaspillage de ressources cognitives. Au lieu de cela, j'ai accédé à mes fichiers, à la vaste bibliothèque de souvenirs stockés dans mon hippocampe. J'ai repensé à Don Charles, à ce qu'il m'avait donné comme mission. La voiture filait vers les Ardennes. Pendant que la voiture fonçait, traversant la nuit trempée de pluie, j'ai revu des flashs. Des flashs de mon père. Le vrai. Pas Don Charles. Mon père, un boulanger qui ne sentait que la farine et la levure, et qui disait toujours « Fie-toi à tes yeux, Marie, pas à tes oreilles. Les gens sont beaux en mots, mais se révèlent en actes. Il est parti quand j'étais gamine. Accident. » L'odeur du pain chaud a toujours été pour moi un mélange étrange de réconfort et de manque. Ça m'a rendu pragmatique, je crois. C'est peut-être pour ça que Don Charles m'a fait confiance. Il voyait que je ne me laissais pas aveugler par le lustre, que je voyais les mécanismes. Ils m'ont traîné hors du véhicule à cette ferme fortifiée dans les Ardennes. L'air sentait le pain et la violence imminente. La maison avait l'air rustique mais était construite comme un bunker. Julien m'a jeté sur une chaise. « Commence à parler, les codes des comtes Jericho d'abord. » J'ai croisé les jambes. « J'ai besoin d'un verre d'eau. » Il a hurlé. J'ai expliqué le système vocal de son père, le fait qu'il ne pouvait pas me forcer. S'il me maltraitait, l'argent disparaissait à jamais. Il avait le visage violet. Pierre, son bras droit, l'a arrêté juste avant qu'il ne me frappe. « Si elle dit la vérité, patron, si vous la touchez, vous perdez tout. » Moment. Ici, il faut que je fasse une pause, que j'interrompe un peu le récit. Tout ça,
Cette situation avec Julien Delacroix, le roi de la pègre parisienne, c'était vraiment absurde quand j'y pense. Je veux dire, imaginez un héritier d'un empire criminel, tout-puissant, avec des gardes du corps taillés dans le roc, et il est complètement à la merci d'une serveuse. Une serveuse qui se souvenait de choses qu'il ignorait de son propre père. Dans une autre vie ou dans un autre pays, j'aurais probablement éclaté de rire. C'est l'essence même de l'ironie, non? Que le pouvoir ne vienne pas d'une arme ou d'un nom de famille, mais de quelques mots chuchotés et d'une mémoire un peu trop bonne. Est-ce que c'est ce qu'on appelle la justice poétique ou juste le chaos, pur et simple? J'ai l'impression que le monde était devenu fou. Pas de quoi paniquer, pas de quoi m'inquiéter, juste constater l'absurdité. Ce monde des affaires, avec un grand « A », comme disait Don Charles, était si différent de celui de ma cuisine, mais au fond, c'était les mêmes règles. La survie, la discrétion et la nécessité de tout anticiper. Aucune idée de ce qui allait se passer ensuite. Vraiment pas. Nulle part où aller, juste ce flux d'informations. Bref, reprenons. Les lumières de la ferme ont clignoté, puis se sont éteintes. Les gardes ont commencé à s'agiter. Les capteurs de périmètre ont lâché. Les caméras sont en panne. C'était Neo Malley, le gang irlandais, qui nous avait trouvés. Julien m'a regardé, furieux. « Tu nous as trahis. » J'ai secoué la tête, ma voix s'est durcie. « Non, mais vous avez été imprudent, Julien. Vous avez évacué un restaurant en plein service, jeté de l'argent partout. Vous avez allumé un phare et annoncé votre position au monde entier. Une fenêtre a explosé dans la cuisine. Des rafales de tirs automatiques sont retenties. « Ils entrent !» a hurlé un garde. Julien m'a attrapé par le bras. Ce n'était plus la prise d'un ravisseur, mais d'un homme qui s'accrochait à une bouée de sauvetage. « Si tu meurs, je meurs. Bouge !» Il m'a traîné vers la porte du sous-sol. Les hommes d'O'Malley, avec leurs insignes de trèfle irlandais, défonçaient l'entrée. « Tue Delacroix !» a hurlé une voix. « Mais garde la fille en vie !» Il savait que j'étais la clé. Le secret était éventé. Il m'a poussé dans l'obscurité du sous-sol, tirant derrière lui pour couvrir notre fuite. « Il y a un tunnel », a-t-il haleté, essuyant le sang d'une coupure sur sa joue. « Ça mène au garage. On prend la voiture de sport. »« On ?» ai-je demandé. « Oui, on », a-t-il grogné, sa main s'agrippant à la mienne. « Félicitations, serveuse, tu viens d'être promue partenaire. » L'air dans le tunnel avait le goût de la terre humide et du béton ancien, une obscurité étouffante. Je me suis déplacé avec une cadence mesurée, comptant mes pas. 112 pas jusqu'à la jonction. Tourner à gauche, 40 pas jusqu'à la poutre de renfort. Dans mon esprit, le plan des lieux était clair. Un aperçu que j'avais eu en jetant un œil par-dessus l'épaule de Don Charles il y a 3 ans, lors d'une réunion de rénovation. L'image était nette, comme une photographie. « Plus vite !» a sifflé Julien, sa voix résonnant étrangement contre les murs courbés. Il boitait, l'adrénaline commençait à s'estomper. « Si on court, on trébuche », ai-je murmuré. « Il y a des grilles de drainage toutes les 6 mètres. Une cheville cassée ici, c'est une condamnation à mort. » Il s'est arrêté, braquant sa lampe sur moi. Dans la lueur blanche, j'ai dû paraître étrange, une statue de marbre. Hors de propos dans ce tunnel à rats. Il respirait difficilement. Le roi de Paris, dépendant d'une femme dont il ne connaissait même pas le nom 1 heure auparavant. « Ça t'amuse ?» m'a-t-il accusé. « De me voir comme ça? Je n'aime pas la survie, monsieur Delacroix. Je la supporte. » J'ai marché devant lui, prenant la tête. La sortie du garage est devant. Le code du clavier est 9/47. L'anniversaire de votre père, il était sentimental. On est arrivé devant une lourde porte en fer. Julien a composé le code avec des doigts tremblants. On est sorti dans un garage souterrain. Il faisait froid, ça sentait l'essence et la poussière. Une Chevrolet cheval noir matée de 1970. Une voiture de brut.
Discret, ai-je remarqué d'un ton sec. Elle a un châssis renforcé et des pneus incrévables, a-t-il marmonné, arrachant la bâche. Montez. Le moteur a rugi. On a démarré du garage juste au moment où la maison derrière nous explosait en flammes. La pluie s'était transformée en déluge. Pendant 20 minutes, aucun de nous n'a parlé. Le silence était lourd, rempli de la réalisation que notre monde s'était effondré. « J'ai mal à la tête », a dit Julien comme un enfant. « C'est le stress », ai-je dit. « Vos niveaux de cortisol montent en flèche. » Il a frappé le tablier de bord. « Ne m'analysez pas. Je ne suis pas un de vos fichiers. Je suis un homme dont la vie s'écroule. » Il a garé la voiture sur le bas-côté et coupé le moteur. Il était épuisé. L'adrénaline s'était dissipée, le laissant vider. « Pourquoi ?» a-t-il chuchoté, sans me regarder. « Pourquoi il vous a tout donné? Les codes, l'argent, l'héritage. Je suis son sang. J'étais son fils. » « Il vous aimait, Julien, ai-je dit doucement. Il ne me faisait pas confiance. » « Confiance et amour sont des monnaies différentes dans votre monde, ai-je rectifié. Il savait que vous étiez un feu. Le feu brûle fort, il consume, il conquiert. Mais le feu ne peut pas retenir l'or, il le fait fondre. Il avait besoin d'un coffre-fort. Un coffre-fort est froid, un coffre-fort est sombre, un coffre-fort ne ressent rien. Il m'a regardé, ses yeux cherchant les miens. « Est-ce que ce que vous êtes, un coffre-fort froid? » J'ai l'hyperthymésie, Julien. Je ne me souviens pas seulement des faits, je me souviens des sentiments. J'ai détourné le regard, fixant les bois sombres. Je me souviens de la température exacte de l'air le jour où ma mère s'est partie. Je me souviens du contact rugueux de la couverture de laine que la police m'a donnée. Je me souviens de l'odeur du whisky sur le souffle de votre père quand il m'a dit qu'il mourrait. Je n'ai pas le luxe d'oublier la douleur. Elle s'accumule, elle s'entasse comme la neige. Mon esprit est un cimetière de moments. Votre père le savait. Il savait que je ne le trahirais jamais parce que le trahir serait altérer la mémoire, et je ne peux pas supporter de changer le dossier. Je suis piégé dans la vérité. Julien m'a fixé, horrifié et fasciné. Il avait pensé que mon pouvoir était un don. Maintenant, il voyait que c'était une chambre de torture. « On ne peut pas aller dans mes planques », a-t-il dit, sa voix plus calme. Les O'Malley connaissaient la ferme. Ça veut dire qu'ils ont la liste. Quelqu'un à l'intérieur ait vendu des emplacements. « Pierre » ai-je suggéré. « Non, Pierre est loyal jusqu'à l'absurde. C'est un chien. » On n'a nulle part où aller. J'ai fermé les yeux. J'ai fouillé dans des années de conversations entendues. Il y avait un endroit, ai-je dit, pas le vôtre, le mien. L'appartement se trouvait à Belleville, au-dessus d'une ancienne boulangerie qui sentait encore la levure et le sucre. Un quartier ouvrier. Julien me paraissait déplacé, son costume à 2000 € taché de boue et de sang. J'ai ouvert la porte avec 3 clés différentes. « Bienvenue au coffre-fort », ai-je murmuré. L'appartement était petit, épuré, obsessionnellement organisé. Pas de photos, juste des bibliothèques, des rangées et des rangées de cahiers. Julien a pris un cahier. 12 novembre 2022. 8h04. Café renversé sur le comptoir. Client en cravate bleue impolie. 8h15. Camion de livraison arrivé. Plaque d'immatriculation NY 771G. C'était un journal minute par minute de ma vie. Vous écrivez tout? L'écriture aide à calmer le bruit. Si je le mets sur papier, je n'ai pas à le rejouer en boucle dans ma tête. C'est un déchargement de données. Il s'est assis sur la chaise en bois. J'ai apporté de l'eau chaude, un chiffon. J'étais entre ses jambes, mon visage près du sien alors que je tamponnais la coupure sur sa joue. « Vous avez les yeux de votre père, ai-je dit, mais la bouche de votre mère. » Il a tressailli. « Ne parlez pas d'elle. » Don Charles m'a raconté le jour où elle est morte, ai-je continué. Elle essayait de le quitter. Il m'a raconté comment vous vous êtes caché sous le piano. Vous aviez 7 ans.
Vous teniez un soldat de plomb rouge. Vous n'avez pas pleuré. Vous avez juste serré le soldat jusqu'à ce que le plastique vous coupe la paume. Julien m'a attrapé le poignet. Ses yeux étaient humides, remplis de choc. Arrêtez! Comment savez-vous ça? Je n'ai jamais parlé du soldat à personne. Il l'a vu. Il voyait tout, Julien. Il vous aimait tellement que ça le terrifiait. Il vous a repoussé parce qu'il pensait que son amour vous rendait faible. Il avait tort. Il a relâché mon poignet. Le combat avait quitté son corps. Il s'est couvert le visage de ses mains. Je ne sais pas quoi faire, il a avoué. Le hibou grise vole à minuit par-dessus le mur de Jéricho. C'est quoi? Ce n'est pas juste une phrase, ai-je dit. C'est un lieu, une heure précise et un son spécifique. Le mur de Jéricho faisait référence à un ancien club de jazz dans le quartier de Pigalle. Votre grand-père le possédait. Le sous-sol abrite un serveur analogique déconnecté d'Internet. C'est là que se trouve le grand livre. La phrase est le mot de passe pour entrer. Mais la clé biométrique, c'est la reconnaissance vocale pour activer le transfert. Il faut y aller, a dit Julien, une étincelle d'espoir dans ses yeux. Si on a l'argent, je peux payer les Ross, acheter une armée, tuer les O'Malley. Ralentissez, ai-je averti. Vous manquez l'anomalie. Quelle anomalie? Les O'Malley, ils ont frappé la planque exactement 14 minutes après notre arrivée. Même avec une voiture rapide, le temps de trajet depuis Paris est de 40 minutes. Ils ne nous ont pas suivis. Julien a pâli. Ils nous attendaient. J'ai hoché la tête. Mais comment? Seul Pierre savait, a-t-il dit, et mon père est la personne qui a construit la planque, ai-je ajouté. Maître Arnaud, ai-je complété. Maître Arnaud, l'avocat, le tiers neutre, celui qui gérait le fonds de pension. Il était intouchable, n'avait aucun intérêt dans le jeu. Ou plutôt, il avait tous les intérêts dans le jeu. Il gère l'argent des 5 familles. S'il vole le fonds de pension, il devient l'homme le plus riche des enfers. Il ne pouvait pas le voler sans la clé. Et il ne pouvait pas avoir la clé parce que votre père l'avait divisé. La moitié est le serveur, l'autre moitié c'est moi. Non, la moitié est la phrase, l'autre moitié est la voix. Il a donc besoin de nous deux. J'ai déduit. Il a engagé les O'Malley pour nous capturer. Le raid n'était pas une tentative d'assassinat, Julien. C'était une équipe d'extraction. Ils ne tiraient pas pour tuer, ils tiraient pour nous regrouper. Julien a regardé ses mains. Ils nous ont dirigés vers le sous-sol, vers la voiture. La voiture, ai-je chuchoté. Mes yeux se sont écarquillés. Je me suis précipité vers la fenêtre. Julien, regardez la rue. 3 SUV noirs, des hommes en imperméable en descendaient. Pas des O'Malley, des mercenaires professionnels. La sécurité privée d'Arnaud. La Chevelle, ai-je répété, reculant de la fenêtre. Ce n'était pas un véhicule d'évasion. C'était un cheval de Troie. Elle avait un transpondeur. On les a menés directement à vous, Julien. Un bruit sourd dans le couloir. Des pas lents, délibérés. Julien a dégainé son arme. 7 cartouches. Il y a 12 hommes dehors. Le calme était revenu. Il était de nouveau dans son élément. La violence était un langage qu'il comprenait. « Marie, il y a une sortie de secours ?» Fenêtre de la chambre, mais l'allée sera couverte. Je sais, il est venu vers moi. Il a levé sa main et pour la première fois a touché mon visage avec une douceur qui démentait sa nature. Je vais sortir par la porte d'entrée. Je vais te gagner du temps. Julien, non. Tu es le fourreau, a-t-il dit, un triste sourire sur ses lèvres. Tu dois survivre pour que l'histoire reste intacte. Si je meurs, la légende meurt. Si tu meurs, la vérité meurt. Je préférerais que la vérité survive. Il a armé son pistolet. Quand tu entendras les coupes de feu, tu cours. Tu vas au mur de Jéricho. Tu trouves un moyen de détruire ce serveur. Ne laisse pas Arnaud l'avoir. Je ne peux pas. Faites attention à vos mots, Marie, m'a-t-il interrompu. Ne dis pas que tu ne peux pas. Dis juste au revoir. Il s'est tourné vers la porte fragile. J'étais là, au milieu de mes livres, de mes souvenirs.
Et pour la première fois de ma vie, j'ai souhaité pouvoir oublier ce qui était sur le point d'arriver. Julien a ouvert la porte. Le monde a explosé dans un vacarme assourdissant. Le son d'un coup de feu dans un espace clos ne ressemble pas au film. Il ne claque pas. Il frappe. C'est une pression physique qui craque contre des tympans. Un vide d'air qui aspire l'oxygène de la pièce. Quand Julien a défoncé la porte et tiré, le bruit a été assourdissant. Je n'ai pas crié. Crier aurait été une dépense de souffle que je ne pouvais pas me permettre. Au lieu de cela, mon esprit a immédiatement fragmenté l'instant en une série de clichés haute résolution. J'ai vu le cadre de la porte se briser. J'ai vu le flash du canon, une explosion de lumière blanche et bleue illuminant les grains de poussière qui dansaient dans le couloir. J'ai vu le sang gicler, un rouge artériel vif et oxygéné frapper le papier peint jaune écaillé tandis que le premier mercenaire tombait. Heure, 23h42. Sujet, Julien Delacroix. Action, engagement de cible hostile. Résultat, incertain. Allez, a hurlé Julien, sa voix déformée par les acouphènes dans mes oreilles. Il était coincé contre l'encadrement de la porte, tirant à l'aveuglette dans la cage d'escalier. Des éclats de plâtre pleuvaient sur son costume coûteux, saupoudrant ses épaules comme de la neige. Je me suis retourné. Mon corps voulait se figer, se recroqueviller en boule et laisser l'inévitable se produire. Mais mon esprit traitait déjà la voie d'évasion. J'ai couru vers la chambre. Le sol était jonché de mes cahiers, des années de ma vie, mes souvenirs, mon âme, maintenant piétinée sous la vibration de la violence extérieure. J'ai ouvert la fenêtre, le vent hurlait, portant la pluie glaciale dans le sanctuaire de ma chambre. L'échelle de secours en métal était glissante, noire d'eau et de crasse. J'ai passé une jambe par le rebord. J'ai jeté un dernier coup d'œil en arrière. Par la porte ouverte de la chambre, j'ai vu Julien. Il avait été touché. Une tache sombre s'étendait sur sa cuisse gauche. Il rechargeait, ses mouvements saccadés mais précis. Il ne me regardait pas. Il regardait la mort et il l'accueillait avec un grognement. Il m'achetait des secondes avec son sang. Je me suis forcé à détourner le regard. Regarder en arrière, c'était graver l'image de sa mort dans mon cerveau pour toujours. Un fichier que je ne pourrais jamais supprimer. J'ai dévalé l'échelle de fer. Le métal me coupait les paumes, glacées. En bosse, l'allée était un canyon d'ombre. Je me suis arrêté au palier du premier étage. Une observation détaillée m'a sauvé la vie. J'ai vu le reflet d'un lampadaire dans une flaque en contrebas. Le reflet était brisé par une silhouette. Un homme montait la garde près de la sortie arrière de la boulangerie. Il fumait. La braise de sa cigarette brillait comme l'œil d'un démon dans l'obscurité. Je ne pouvais pas descendre. Je me suis plaqué contre le mur de briques, la pluie collant mes cheveux à mon crâne. Au-dessus de moi, les coups de feu dans mon appartement ont cessé. Le silence a suivi. Un silence lourd, humide, pire que le bruit. Puis le son de bottes lourdes sur le parquet. « C'est bon !» a crié une voix depuis mon salon. « Cible sécurisée. Il se vide de son sang. » Et la fille a demandé une seconde voix, froide, analytique. « Parti. Fenêtres ouvertes. » J'ai retenu mon souffle. Mon cœur battait contre mes côtes comme un oiseau piégé. S'il se penchait par-dessus la balustrade maintenant, il me verrait. « Ratissez l'allée », a commandé la voix froide. « Si elle arrive au métro, on la perd. » J'ai regardé la fenêtre à côté de moi au premier étage. Elle appartenait à Madame Dubois, une veuve sourde qui faisait du pain à la cannelle le dimanche. La fenêtre était sombre, verrouillée. Je n'ai pas paniqué. Je me suis souvenu. 14 août. Madame Dubois s'était plainte que le loquet était cassé. Le propriétaire avait dit qu'il le réparerait la semaine suivante. Il ne l'avait jamais fait. J'ai sorti une carte de crédit de ma poche. Je l'ai glissée entre le châssis et le rebord. Je l'ai fait bouger. Le loquet, rouillé et lâche, a cédé avec un léger clic. J'ai poussé la fenêtre vers le haut et me suis glissé à l'intérieur, la refermant juste au moment où le faisceau d'une lampe tactique balayait le palier de l'échelle de secours
où j'étais debout une seconde plus tôt. J'étais à l'intérieur, l'air sentait la lavande et la vieille poussière. J'ai rampé sur le tapis, restant sous la ligne de la fenêtre, et je me suis dirigé vers la porte du couloir. J'ai écouté. Les bottes lourdes martelaient les escaliers de l'échelle de secours, passant devant la fenêtre de Madame Dubois et dans l'allée. Ils me chassaient dehors, ce qui signifiait que la cage d'escalier intérieur était dégagée. Je me suis glissé hors de l'appartement et dans l'escalier principal de l'immeuble. Je ne suis pas descendu dans la rue. Je suis descendu au sous-sol, le sous-sol de la boulangerie. Je connaissais cet immeuble mieux que les architectes. Je savais que derrière les pétrins industriels, il y avait un conduit à charbon qui n'avait pas été utilisé depuis les années 50. Il donnait sur le trottoir de la rue adjacente, caché derrière une benne à ordures. Je me suis déplacé dans le garde-manger de la boulangerie. Il faisait noir, mais je naviguais de mémoire. 3 pas, tourner à gauche, éviter la pile de plateaux, me baisser sous le tuyau. J'ai trouvé le conduit. Il était étroit, plein de toises d'araignées et sales. Je m'en fichais. Je suis monté, glissant le long de la pente métallique rouillée, atterrissant sur une pile de sacs poubelles humides dans l'allée derrière l'immeuble. J'étais dehors, je me suis relevé, brossant le marc de café et les cendres. Je me suis glissé au bord de l'immeuble et j'ai jeté un coup d'œil au coin vers l'avant de mon immeuble. La scène était éclairée par les phares des 3 SUV noirs. La pluie déchirait les faisceaux lumineux. 2 hommes traînaient un corps hors de la porte d'entrée. Julien. Il était mou. Ses pieds traînaient sur le trottoir mouillé. Son visage était un masque de sang, mais il était en vie. J'ai vu sa poitrine se soulever et s'abaisser par spasmes irréguliers. Ils l'ont jeté sur le trottoir devant le SUV du milieu. Un homme est sorti du véhicule. Il tenait un grand parapluie noir, se protégeant de la pluie. Il était impeccable. Un manteau en cachemire, une écharpe en soie, des chaussures cirées qui semblaient repousser la boue. Maître Arnaud. L'avocat a regardé le chef de la pègre brisée avec un air de léger dégoût, comme si Julien était une tache sur son tapis. « Où est-elle » a demandé Arnaud. Sa voix était douce, cultivée, la voix d'un homme qui négociait des fusions et ordonnait des exécutions avec le même ton. Julien a toussé, crachant du sang sur la chaussure brillante d'Arnaud. « Elle est en enfer, Silas. » Arnaud a soupiré. Il a tapoté son parapluie sur le sol. « Vous avez mal compris le jeu, Julien. Vous pensiez que c'était une guerre de territoire. C'est juste un audit. Et je suis en train d'équilibrer les comptes. » Il s'est agenouillé, sans tenir compte du trottoir mouillé. « Elle laisse la clé. Vous n'êtes que le mot de passe. Je peux craquer un mot de passe avec suffisamment de pression, mais je ne peux pas reproduire une clé biométrique. J'ai besoin d'elle vivante. Dites-moi où elle irait. » Julien a levé les yeux. Ses yeux étaient gonflés et fermés. Mais il a souri, un sourire sanglant et brisé. Elle est allée oublier. Arnaud s'est levé, essuyant ses mains avec un mouchoir. « Mettez-le dans le coffre. S'il meurt avant que nous ne trouvions la fille, tuez le médecin. » J'ai regardé depuis les ombres, mes ongles s'enfonçant dans le mur de briques jusqu'à ce qu'il saigne. Chaque instinct me criait de courir, de fuir vers le mur de Jéricho, de détruire le serveur et de disparaître. C'était la voie logique, c'était la voie de la survie. Mais ensuite, je me suis souvenu de quelque chose d'autre. 14 octobre, la salle d'Obsidienne. Don Charles avait dit « Julien est une épée. Tu es le fourreau. Une épée sans fourreau coupe tout ce qu'elle touche jusqu'à ce qu'elle s'émousse et se brise. » Je les ai vus hisser le corps de Julien dans le coffre du SUV. Il ne le tuait pas. Il le gardait comme appât. Il savait que je n'échangerais pas l'argent contre lui. J'étais trop intelligente pour ça. Mais ils espéraient que je ferais une erreur. Les SUV ont démarré, leur feu arrière rouge se dissolvant dans la nuit pluvieuse. J'étais seul dans l'obscurité. Je tremblais, trempé jusqu'aux os et désarmé. Je n'avais pas d'argent, pas d'alliés. La seule âme que j'avais était entre mes oreilles. J'ai fermé les yeux et j'ai accédé au dossier Maître Arnaud.
J'ai passé en revue chaque fois qu'il était venu dans la salle d'obsidienne, chaque verre qu'il avait commandé, gin pur, sans citron vert, chaque personne à qui il avait parlé. J'ai rembobiné les souvenirs, scannant l'audio de fond de ces nuits. 3 décembre, Arnaud au téléphone dans le hall. L'envoi est retardé. Mettez-le dans l'installation de détention de Jersey. Celle près des quais, secteur 4. 12 mai. Arnaud chuchotant à un juge. Mes serveurs privés sont sécurisés. Pas au bureau. Le penthouse est trop exposé. Je garde le vrai travail à l'hôtel particulier du 73e. Non, il n'emmènerait pas Julien chez lui. Il l'emmènerait quelque part d'insonorisé, quelque part préparé pour une extraction. J'ai scanné de nouveau. 20 février. Arnaud était ivre, une occurrence rare. Il se vantait auprès d'une escorte de luxe. J'ai acheté un ancien abattoir à la Villette. Je le transforme, ce seront des ateliers d'artistes un jour. La Villette, le marché de la viande, isolé, industriel, parfait pour le bruit. J'ai ouvert les yeux. La pluie semblait plus froide maintenant, mais mon esprit était en feu. Je n'allais pas au mur de Jéricho. Pas encore. La femme invisible était partie. La serveuse était partie. J'ai regardé mon reflet dans la vitre mouillée d'une voiture garée. Mon chignon s'était défait. Mes cheveux étaient sauvages et mouillés. Mes yeux étaient durs, sombres et dénués de peur. Julien m'avait dit de faire attention à mes mots. Il avait tort. Les mots étaient tout ce que j'avais et j'allais les utiliser pour déchirer le monde de Maître Arnaud. J'ai commencé à marcher, non pas loin du danger, mais vers le métro, vers le 19e arrondissement. J'avais des milliers de mots de matériel de chantage stockés dans ma tête et j'allais transformer chaque syllabe en arme. J'avais besoin d'un téléphone. J'ai repéré une cabine téléphonique, une relique brisée et taguée au coin de la rue. Miraculeusement, il y avait une tonalité. Je n'avais pas ce de pièces. J'ai accédé à un souvenir. Des codes de piratage téléphonique lus dans un magazine de technologie laissé par un client. 1998. C'était un coup de dé, un vieux hack. Mais l'infrastructure dans cette partie de Belleville était archaïque. J'ai tapé le crochet du combiné selon un rythme spécifique. Clic, 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 pause, clic, un bourdonnement. Puis une tonalité qui permettait d'un appel. Je n'ai pas appelé la police. Je n'ai pas appelé la gendarmerie. J'ai composé un numéro que j'avais mémorisé il y a 4 ans, un numéro que je n'étais jamais censé entendre, prononcé par un gangster russe nommé Volkov, qui avait dîné à la table 6. Le téléphone a sonné 2 fois. Da, une voix profonde et méfiante a répondu. Ce n'est pas un appel social, ai-je dit, ma voix retombant sur ce ton glacial et impérieux que j'avais utilisé sur Julien. J'ai le numéro de vol de l'envoi que votre rival Petrov apporte ce soir. Je sais aussi que Maître Arnaud est celui qui a vendu votre route aux fédéraux le mois dernier. Silence à l'autre bout, puis le bruit d'une chaise qui bougeait. Qui est-ce ça? Je suis le grand livre, ai-je dit, et je veux faire un échange. Que voulez-vous? Je veux un transport, ai-je dit, vers la Villette, et je veux que vous apportiez vos armes. L'abattoir de la Villette était une cathédrale de rouille et d'écho. La pluie battait contre le toit d'un tôle ondulé, masquant le bruit des pneus qui crissaient sur le gravier à l'extérieur. À l'intérieur, l'air était épais d'une odeur d'eau de javel et de vieux fer, l'odeur d'un lieu conçu pour effacer la mort. Julien Delacroix était attaché avec des serre-câbles à une chaise de boucher au centre du hall d'abattage. Son œil gauche était gonflé, son costume ruiné, mais sa tête était haute. Maître Arnaud se tenait devant lui, éclairé par la lueur bleue d'un ordinateur portable posé sur une caisse. « C'est fini, Julien, » a dit Arnaud, consultant sa montre. « Les Russes chercheront leur argent dans 20 minutes. Si je n'ai pas le transfert effectué d'ici là, je vous laisserai simplement ici pour qu'ils vous trouvent. Et nous savons tous les deux comment Volkov traite les débiteurs. Elle ne viendra pas, et sifflait Julien, du sang bouillonnant au coin de sa bouche. Elle est plus intelligente que vous. Elle est partie. Je ne pense pas, a souri Arnaud. C'est une conservatrice de souvenirs.
Elle ne peut pas laisser un chapitre inachevé. Comme invoqué, la lourde porte coulissante en acier à l'autre bout de l'entrepôt a gémi et s'est ouverte. Je suis entré dans la lumière tamisée. J'étais trempé, mon uniforme collant à ma silhouette, mais je marchais avec le calme régulier et terrifiant d'une exécutrice. J'ai levé les mains, montrant que j'étais désarmé. « Excellent », a dit Arnaud, faisant signe à ses mercenaires de se tenir prêts, mais de garder leurs armes pointées sur moi. Je savais que vous étiez une femme sensée. Je me suis arrêté à 3 mètres de lui. Je n'ai pas regardé les armes. J'ai regardé Julien. J'ai catalogué ses blessures. Nez cassé, côte fracturée, lacération au-dessus de l'œil. J'ai rangé ma colère pour plus tard. Pour l'instant, j'avais besoin de glace dans les veines. Laissez-le partir, ai-je dit. Le code d'abord, a compté Arnaud. Vérification vocale, le numéro de compte, puis il s'en va. J'ai regardé l'ordinateur portable. Vous connaissez les règles, maître Arnaud. Le système détecte le stress. Si je crie, si je tremble, les comptes se bloquent définitivement. Vous avez besoin que je sois calme. Je suis l'âme de la patience, a ricané Arnaud. Je me suis approché de l'ordinateur portable. Je me suis penché sur le microphone. J'ai fermé les yeux, me centrant, accédant au dossier intitulé « Don Charles, requête finale, la mélodie. Chantez pour votre souper, serveuse. » J'ai ouvert les yeux. J'ai regardé directement Arnaud. « Je vous ai prévenu, maître Arnaud. J'ai dit à Julien de faire attention à ses mots. Et maintenant, je vous le dis, faites attention à ce que vous souhaitez. » Je me suis penché et j'ai parlé, ma voix mimant parfaitement le baritone rauque de Don Charles. Je n'ai pas seulement prononcé les mots. J'ai reproduit la hauteur exacte, les pauses, le dernier souffle du vieux Don. Le hibou grise vole à minuit par-dessus le mur de Jéricho. L'écran de l'ordinateur portable a clignoté en vert. Identité confirmée, puis clé biométrique acceptée, puis transfert en cours. Arnaud a ri, un son de triomphe purement cupide. 500 millions d'euros, l'intégralité du fonds de pension. Vous l'avez fait. Il a sorti un pistolet de son manteau et l'a pointé sur la tête de Julien. Des détails à régler, malheureusement. Attendez, ai-je dit, ma voix traversant la pièce. Regardez le compte de destination. Arnaud a jeté un coup d'œil à l'écran. La barre de progression était à 100%, mais la destination n'était pas le compte offshore d'Arnaud aux îles Caïmans. L'écran affichait transfert terminé, bénéficiaire, syndicat Volkov, section New York. Arnaud s'est figé. La couleur s'est retirée de son visage plus vite que le sang d'un bœuf abattu. « Quoi? Qu'avez-vous fait? » J'ai équilibré les comptes, ai-je dit froidement. Je savais que je ne pouvais pas nous sortir d'ici seul, alors j'ai acheté une armée. Arnaud s'est retourné vers les grandes portes. Les ombres de l'entrepôt se sont soudainement détachées des murs. En hauteur, sur les passerelles, les viseurs laser rouges d'une douzaine de fusils de sniper ont fleuri sur la poitrine d'Arnaud, créant une constellation de morts sur son cœur. De l'obscurité du quai de chargement, une silhouette massive a émergé. Volkov. Il mangeait une pomme flanquée de 6 hommes portant des AK-47. « La serveuse !» a grondé Volkov, sa voix profonde et amusée. « Elle négocie sec, mais 500 millions. Pour ça, je tuerai le pape. Pour Arnaud, je le ferai gratuitement. » Arnaud a laissé tomber son arme. Elle a claqué sur le béton. Il m'a regardé, ses yeux écarquillés d'incrédulité. « Vous avez tout donné. Tout? Vous auriez pu être une reine. » Je me suis dirigé vers Julien. J'ai pris un couteau à la ceinture d'un mercenaire stupéfait et j'ai coupé les serre-câbles de Julien. « Je ne veux pas être une reine, » ai-je murmuré, aidant Julien à se lever. « Je veux juste être celle qui apporte l'addition. » Julien s'est appuyé sur moi, son poids lourd, sa respiration douloureuse. Il a regardé Volkov, puis Arnaud tremblant, et enfin moi. « Tu as donné mon empire, » a murmuré Julien. Mais il n'y avait pas de colère dans sa voix, seulement de l'admiration.
Je vous en ai acheté un nouveau, ai-je corrigé. Volkov a accepté un partage. Vous gardez le territoire, il garde l'argent. Et Arnaud, j'ai jeté un coup d'œil à l'avocat traître maintenant à genoux, entouré par les Russes. Arnaud, c'est le pourboire. Je n'ai pas regardé en arrière. Alors que les Russes intervenaient, j'ai guidé Julien sous la pluie, le son des cris d'Arnaud étant instantanément avalé par la tempête et les lourdes portes de l'entrepôt qui se fermaient. Nous avons marché jusqu'à la rue, la pluie froide lavant le sang du visage de Julien. « Alors, a dit Julien, boitant vers la station de métro, son bras drapé sur mon épaule. « Et maintenant, vous êtes sans emploi, je suis ruiné. » Je me suis arrêté. J'ai levé les yeux vers lui, mes yeux reflétant les lumières de la rue. Pour la première fois depuis 3 ans, je ne me sentais pas comme un fantôme. Je me sentais réel. Je me souviens où votre père a caché l'autre carnet, ai-je dit, un petit sourire dangereux affleurant mes lèvres. Celui que Maître Arnaud ne connaissait pas. Les dossiers de chantage sur le Sénat. Julien a ri, un son douloureux mais sincère. Il a resserré sa prise sur mon épaule. « Faites attention à vos mots, Marie, a-t-il dit. Vous commencez à ressembler à une patronne. »« Non, ai-je dit, le guidant dans la nuit. Juste une serveuse très attentive. Et aujourd'hui, vraiment, je n'en ai aucune idée. Parfois, je pense que c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver, cette rencontre fortuite dans la salle d'Obsidienne. D'autres fois, je me dis que j'ai fait une erreur monumentale en me mêlant de tout ça, en sacrifiant mon anonymat. Probablement les deux, n'est-ce que bon? La vie est comme ça. Jamais une route droite, toujours des bifurcations inattendues, des choix qu'on fait dans l'urgence. Rien n'est parfait, rien n'est complètement clair. Mais c'est mon histoire, et ça, personne ne peut me l'enlever. Pas même ma propre mémoire.